Donc cette fois-ci, deuxième grande partie du chapitre 6 qui concerne le mouvement dans un champ électrique uniforme. Donc vous remarquerez que le schéma d'étude et l'exemple que je prends dans le cours sera notamment plus simple et globalement plus simple que celui que je vais étudier maintenant, ce qui vous permettra comme ça d'aborder deux systèmes légèrement différents dans leurs conditions initiales. Donc je considère une particule qui se déplace dans un champ électrique. Alors qu'est-ce qu'un champ électrique? C'est un champ dans lequel s'exerce une force sur toute particule qui possède une charge. Donc les particules neutres ne ressentent pas de force particulière en passant dans ce champ électrique. Il faut absolument qu'elles aient une charge. Cette charge peut être de deux sortes, soit elle est positive, soit elle est négative. L'expression de la force électrique, la voilà, F est égale à QE, et donc selon la valeur et le signe de la charge, la force sera soit de même sens que le champ électrique, soit de sens opposé. Donc voilà la situation que je vous propose. Vous avez donc deux plaques qui sont chargées à deux potentiels, le potentiel positif pour la plaque A, le potentiel négatif pour la plaque B. Je choisis un repère d'espace tel que l'axe horizontal est parallèle aux plaques et l'axe vertical perpendiculaire. Donc j'ai en préambule de résolution de ce problème à définir un certain nombre de choses. Première chose, référentiel, quel est-il? Comme on étudie tout le système sur Terre, on se place dans le référentiel terrestre qui est considéré comme galiléen. Quel est le repère choisi? Le repère choisi, c'est le repère OXY. Donc on est dans un mouvement plan. Ça c'est très important. Quel est le système? Le système, c'est la particule chargée. Cette particule pourra avoir une charge positive ou négative. Donc il se trouve que ici, dans un premier temps, vous voyez, on va considérer que cette particule a une charge qui est positive. Quel est le bilan des forces? Cette particule a une charge et naturellement une masse. Donc, première force appliquée, le poids. Comme il y a le poids, on va avoir la poussée d'Archimède, que j'appelle pi, que l'on va négliger, pour les mêmes raisons que lors du mouvement dans le champ de pesanteur, c'est-à-dire que son intensité est négligeable par rapport à celle du poids. Comme la particule est en mouvement, et que ce mouvement peut se dérouler dans un système où il y a autre chose que du vide, c'est-à-dire de l'air, on aura donc potentiellement des forces de frottement, qu'on va négliger de la même manière, pour une question d'intensité trop faible et pour simplifier aussi l'expression finale. Et il nous reste la force électrostatique, que j'appelle Fe, qui est égale à la charge multipliée par le champ E. Il nous reste donc le poids et la force électrostatique. Sur un exemple particulier qui est par exemple celui du proton, dont j'ai écrit ici la charge, qui est une charge positive, qui est plus la charge élémentaire, donc 1,6 10-19 coulombs, sa masse 1,67 10-27 kg, soumis à un champ de pesanteur d'intensité 9,8 mètres par seconde au carré, et d'un champ électrostatique d'intensité 10 puissance 4 volts par mètre. Si on calcule la force électrostatique, F est donc égale à QE. On se retrouve avec le produit suivant, 1,6 10-19, multiplié par le champ 10 puissance 4, ce qui nous ramène à une force de 1,6 10 puissance moins 15 newton. Le poids, lui, est égal à la masse multipliée par G, c'est-à-dire 1,67 10-27 fois 9,8, c'est-à-dire environ, si j'arrondis G à 10, à 1,67 10 puissance moins 26 newtons. Conclusion, on a une force électrostatique en 10-15 et une force de pesanteur, un poids en 10-26. Ce qui veut donc dire que on peut largement négliger le poids. Ce qui fait que dans notre bilan des forces, le poids va être négligé lui aussi, et on se retrouve donc avec une seule force qui est la force électrostatique. Et on va donc pouvoir écrire la deuxième loi de Newton, comme on l'a écrite tout à l'heure pour le mouvement dans le champ de pesanteur, en disant que la somme des forces extérieures est égale à m fois l'accélération,
Et donc la seule force qui s'exerce sera la force électrostatique, c'est-à-dire Q fois E. Donc première étape, c'est l'étape qui considère à isoler l'accélération. Cette accélération est donc égale à Q sur M fois le vecteur E, ce qui veut dire que si je projette cette relation dans le repère X, O, Y, je me retrouve avec deux composantes pour l'accélération, une composante horizontale qui est nulle, puisque le vecteur E est vertical, et une composante verticale qui est dirigée selon moins x, puisque le vecteur E est dirigé selon moins x. Donc on a, dans cette première étape, les composantes de l'accélération qui sont 0 et moins QE sur M. Même principe que tout à l'heure, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc si je cherche les composantes de la vitesse, qu'est-ce qui, lorsque cette composante selon x, lorsqu'on la dérive, donne 0? Une constante que j'appelle constante 1. Qu'est-ce qui, lorsqu'on dérive, donne moins QE sur M? Ben, tout ça c'est une constante. Donc c'est moins QE sur M fois t, la variable, plus constante 2. Détermination des constantes, conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales? À t égale 0, le vecteur V0 vaut, comme tout à l'heure, V0 cos alpha, V0 sinus alpha. Je remplace donc ici en disant que à t0, que vaut le vecteur V? Constante 1, 0 plus constante 2, et tout ça, ça vaut V0 cos alpha et V0 sin alpha. Conclusion, que vaut le vecteur vitesse? Le vecteur vitesse a deux composantes, V0 cosinus alpha et moins QE t sur M plus V0 sin alpha. Ceci correspond à ce que j'appelle la deuxième étape. Et donc, dernière étape, trouver les équations horaires de position. Donc pour le vecteur position, la vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Et on se retrouve donc avec les deux expressions, celle selon x, qu'est-ce qui lorsqu'on dérive donne V0 cos alpha, V0 cos alpha t, plus constante 3. Et sur y, moins QE t carré sur 2m, plus V0 sin alpha t, plus constante 4. Comme tout à l'heure, la détermination des constantes se fait avec les conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales? À l'instant 0, le vecteur position OG0, la particule est à l'origine du repère. Conclusion, les deux composantes du vecteur OG0 sont 0 et 0, et l'on comprend bien que si j'écris le vecteur OG en remplaçant t par 0, je vais avoir 0 plus constante 3, 0 plus 0 plus constante 4, et tout ça doit être égal à OG0, c'est-à-dire à 0, 0. Conclusion, constante 3 égale 0, et constante 4 égale 0. Ce qui revient à l'expression générale de OG, qui me dit que OG aura donc pour composante horizontale V0 cos alpha t, et sur composante verticale, moins QE sur 2m fois t carré, plus V0 sinus alpha fois t. Et ceci correspond à la troisième étape. Je résume tout ça en termes d'équation horaire. Donc comme tout à l'heure, je détaille les couples d'équations horaires pour l'accélération, la vitesse et la position, à chaque fois AX, AY, BX, BY et XY, et tout ça constitue ce qu'on appelle donc des équations horaires, puisque comme tout à l'heure, le temps est la variable. Le temps égale variable. J'ai besoin de passer à une équation de trajectoire, donc
comment on passe à une équation de trajectoire? On va isoler le temps dans l'une des grandeurs de position et l'insérer dans la seconde. C'est-à-dire que par exemple, on va dire que le temps est égal à x sur v0 cos alpha, et on remplace dans la deuxième. Dans la deuxième, y est donc égal à moins QE sur 2m multiplié par x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 sin alpha multiplié par x sur v0 cos alpha. Ce qui va donner, quand on simplifie le tout, qui donne cette expression-ci. Donc je remplace et je simplifie. Cette équation est l'équation de la trajectoire et se présente de manière similaire à l'exemple que vous avez dans le cours. La seule différence par rapport à l'exemple dans le cours, c'est que la vitesse initiale dans le cours présente uniquement une composante horizontale. Donc ça veut dire que si, par exemple, j'imagine que alpha est égal à 0, ce qui donnerait une vitesse horizontale initiale, ce qui signifie que le cos de alpha est égal à 1 et le sin de alpha est égal à 0. Conclusion, l'équation de trajectoire devient y est égal à moins QE sur 2mv0 carré fois 1 au carré, donc sur 2mv0 carré, moins QE sur 2m v0 carré multiplié par x carré plus tangente de 0, ça fait 0, ce qui nous ramène exactement à l'équation de trajectoire qui figure dans le cours. Donc je poursuis le cas précédent, alpha est égal à 0, je suis dans le cas de l'énoncé, et donc du schéma qui est là, c'est-à-dire avec une charge positive. Imaginons que la distance dans laquelle la particule chargée se déplace et est donc soumise à ce champ électrique, cette distance vaut grand L. Si on veut savoir à quel endroit la particule sortira de cette zone de champ électrique, on peut poser une condition en disant si x est égal à grand L, que vaut y. Donc là il suffit de remplacer, on trouvera que y sera donc égal à moins QE sur 2m v0 carré multiplié par L carré. Ce qui veut donc dire que y est négatif. Et donc que la particule sortira en dessous de l'axe, en dessous de la médiane entre les deux plaques, c'est-à-dire sortira à une distance qui sera à peu près située par ici. Si par contre la charge est négative, donc cette fois-ci, vous allez vous retrouver avec y qui est égal à moins QE sur 2m v0 carré x carré, et la grandeur Q étant négative, ce qui veut dire que y sera toujours positive. Et donc, la particule va, dans le cas où alpha égale 0, sortir vers le haut. Ce qui fait qu'on peut résumer les deux situations par un petit schéma. J'ai donc placé le vecteur horizontal initial, donc alpha égale 0. Si la charge est négative, y sera positif, donc la particule sortira à un endroit ici tel que y sera supérieur à 0. À l'inverse, si la charge est positive, la particule sortira lorsque y sera égal à 0, et donc ce cas-là correspond à une charge positive. Ces deux courbes-là, ce sont des brins de parabole qui obéissent à cette équation de trajectoire-ci. Donc voilà pour le deuxième cas qui est le mouvement dans un champ électrique.